On place au parti pris, François Rout, pour rester autour de la table. Abnous Chalmani nous rejoint pour son parti pris international. Mais c'est vous qui commencez, Rout, votre parti pris politique, féministe, la paille et la poutre. Vous nous parlez de Brigitte Macron, mais aussi de Jean-Luc Mélenchon. Oui, vous savez la parabole de Jésus-Christ qui dit qu'il faut éviter de relever les défauts de son prochain lorsqu'on ne regarde pas ses propres travers. Alors, la paille, qu'est-ce que c'est ? Brigitte Macron qui est revenue aujourd'hui sur cette polémique déclenchée par ces mots très regrettables, je l'ai dit clairement sur ce plateau, sur les activistes féministes qui avaient troublé le spectacle d'Harry Habitant. Elle les avait traités de sales connes, tout le monde s'en souvient. Au micro du Média Brut, elle s'explique. C'est pas l'épouse du président de la République, je le répète, c'est Brigitte. Je suis pas tout le temps l'épouse du président de la République, j'ai aussi une vie privée. Et ce moment était un moment privé. Je suis désolée si j'ai blessé des femmes victimes. Ce sont elles et à elles seules que je pense. Mais je veux qu'elles sachent à quel point ça me touche. Tout ce qui leur arrive me regarde. Et si je peux les aider, je le ferai toujours. Mais je ne dirai pas forcément ce que je fais. Donc je suis une femme libre malgré mon statut de femme de président et c'était des propos privés et puis je pense aux victimes que j'ai blessées et j'en suis désolée. Donc on entend bien une femme qui regrette que ces mots aient blessé, moi aussi une femme qui est lassée d'être en représentation permanente, lassée des obligations de sa situation. Bon, c'est vrai que il y a une petite ambiguïté, c'est que elle y a pas de statut de première dame, mais en même temps il y a un cabinet à l'Élysée. Alors c'est pas une surprise, ces propos privés n'existent plus et c'était une bourde de toute façon. Donc j'ai pas très envie de m'acharner parce que sans surprise, les militantes féministes ou Manon Aubry de LFI ou Marine Tondelier n'ont pas accepté ces mots laborieux qui n'ont fait que l'enfoncer. Ça, c'est Marine Tondelier. Manon Aubry de LFI. Elle justifie donc d'avoir insulté des féministes pour rassurer un homme accusé de violence sexuelle parce qu'elle explique qu'elle était avec un homme qui avait peur et donc elle a voulu le rassurer. C'est exactement le renversement accusatoire que subissent tant de victimes. Donc, Brigitte Macron adresse un message aux femmes victimes, il sera entendu par certaines, peut-être pas du tout. Globalement, je suis pas sûre que cet épisode soit le meilleur parce que il restera quand même la polémique et les mots qui étaient inappropriés. Mais parlons de la poutre. Je voudrais peut-être proposer à nos amis néo-féministes de regarder aussi de l'autre côté de l'échiquier politique et d'exprimer peut-être aussi leur indignation, ou en tout cas leur surprise, sur des propos de Jean-Luc Mélenchon. Je parle de ce long entretien sur la Nouvelle-France créolisée, c'est dans une vidéo qui date de quelques mois, mais cet extrait est ressorti sur les réseaux sociaux, et écoutez, il parle des migrants. Mais en tout cas, on va pas dire aux gens de mourir dans la Méditerranée. Moi, je préfère qu'ils soient migrants et qu'ils viennent ici avec nous, épouser nos filles et nos gars, et que, bon, nos familles prospèrent, bon. Alors moi, je sais pas, j'ai pas trop aimé. Je préfère qu'ils viennent épouser nos filles. Ça m'a pas plu. Ça fait un peu cheptel, ça fait un peu chef de tribu. J'aime pas. C'est simple. Ça m'a un peu surprise, quoi. Et je me suis dit, mais pourquoi les féministes se disent pas, attention, patriarcat, se loge un peu partout, quoi. Hein. Faut aller le chercher, il faut regarder. Et il n'est pas toujours seulement là où on pense. Il peut être aussi chez certains représentants de l'autre partie, encore une fois, de l'échiquier politique. Et moi, j'aurais aimé que ces néo-féministes, pour qu'elles soient complètement crédibles, elles dénoncent aussi les abus de langage et de pratique auxquels on a assisté, mais surtout l'échiquier politique. Bon, Abnous ? Juste très rapidement, moi j'aurais, et encore une fois, pas sous cette forme-là de manifestation sauvage, mais j'ai pas entendu une seule néo-féministe réagir à la condamnation de Tariq Ramadan à Genève pour viol. Je ne les ai pas entendus soutenir les collectifs de femmes iraniennes ou afghanes ou les françaises juives qui rappelaient les viols et les actes de torture commis le 7 octobre au moment des manifestations féministes. Non, ces néo-féministes ont envoyé leurs gros bras à envoyer du verre sur des féministes iraniennes, afghanes, ou qui soutenaient des femmes violées, mais qui correspondaient pas à leur doxa idéologique. Donc moi, c'est ça qui me dérange. Ça ne se fait pas non plus, ça ne se dit pas non plus. Quand on dit soutenir les droits des femmes, il y a un aspect universel qu'il faut respecter, et je les vois pas beaucoup, se casser la voix
pour défendre les Afghanes qui sont en train d'être effacés de la surface de la terre, ou des Iraniennes qui continuent d'être torturées, violées, en prison, dans les rues et ailleurs. C'est facile, quoi, vous voyez, c'est facile. François, votre parti pris économique, on attendait la décision de la Commission européenne sur cette fameuse échéance. Faut-il qu'en 2035, la vente des voitures neuves thermiques, les voitures à essence, les voitures à gazole, soit strictement interdite, ou bien faut-il assouplir ? Eh bien, finalement, la Commission a assoupli. Vous dites que c'est la fin d'un dogme, et c'est bienvenu. Oui, absolument. La décision est tombée en fin de journée, donc les constructeurs vont avoir une certaine flexibilité, c'est-à-dire qu'à partir de 2035, ils vont pouvoir vendre des véhicules soit thermiques, soit hybrides, soit équipés d'un système avec un petit moteur thermique qui permet de recharger la batterie électrique. Et l'ensemble des émissions à cette époque-là ne devra pas excéder 10% de ce qu'il faisait en 2021. Donc c'est quand même capé, si vous voulez. C'est une flexibilité qui a été évaluée de façon assez intelligente pour donner une marge de manœuvre à un secteur qui est quand même sous le double coup d'une transition qui a été extrêmement coûteuse. On parle de centaines de milliards d'euros d'investissement, du fait que les consommateurs ne sont pas au rendez-vous. Les ventes ont été quand même assez décevantes. Ça s'envole pas un peu là quand même ? Ça dépend des pays. Vous avez des pays comme les Pays-Bas où l'électrique représente 34% des ventes neuves, c'est beaucoup. Mais les pays comme l'Espagne où c'est encore 8%. En France, on est un peu entre les deux, enfin aux alentours d'un quart, mais on voit bien que le consommateur, pour partie d'ailleurs, parce que les prix sont plus élevés, parce que il y a toujours la crainte de cette recharge, du manque d'équipement, etc. Voilà, un consommateur, c'est un animal qu'il faut pas malmener. Dès lors qu'il est malmené, il laisse son porte-monnaie dans sa poche. Et puis l'autre choc subi par les constructeurs, c'est bien sûr la concurrence chinoise, qui eux étaient prêts. Il faut rappeler que cette décision de 2035 a été prise sous l'empire d'un scandale qui était le scandale de Volkswagen. Nous, on a réalisé que les constructeurs polluaient, les voitures que nous utilisons polluaient bien davantage que ne le disaient les notices, et que les constructeurs bidouillaient eux-mêmes ces tests de façon à faire passer des vessies pour des lanternes. Et donc, dans l'espèce d'atmosphère où on a considéré les constructeurs auto comme des empoisonneurs, on a pris cette décision un peu sur un coin de nappe, sans vraiment réfléchir aux conséquences. Aujourd'hui, ça a coûté des dizaines de milliers d'emplois et une part de marché très importante à la Chine qui, elle, se prépare depuis 30 ans. Nous avions une barrière à l'entrée avec nos moteurs thermiques, l'excellence française en matière de diesel, ou allemande évidemment, était reconnue mondialement, et nous avons adopté la technologie pour laquelle c'était les Chinois qui avaient la barrière à l'entrée, avec l'expertise, elle aussi excellente, qu'ils ont développée en matière de batterie. Donc c'était une décision probablement nécessaire pour des raisons climatiques, mais qui en même temps a coûté très lourd. Vous pouvez se discuter dans le calendrier, c'est ce qu'on comprend, mais je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais en l'occurrence de la Commission européenne, quand on regarde par exemple la santé économique de Renault, et peut-être le cours de bourse de Renault, est-ce que malgré tout Renault sur cette période n'a pas tiré son épingle du jeu? Si, sans doute, mais pour partie, les constructeurs ont eu de très belles années après le Covid, et qui étaient faites pour l'essentiel de voitures hybrides ou thermiques, pour partie électriques, avec des marges d'ailleurs qui étaient élevées. Et le cas de Renault est intéressant. C'est une entreprise qui a fait un virage formidable, mais qui pour autant est quand même encore dans une situation de relative vulnérabilité stratégique, parce que l'entreprise est trop petite et trop française. Encore une fois, elle est solide, elle est redressée, mais quand on se projette à 5 ou 10 ans, il faut que Renault construise des alliances solides avec des partenaires, et il faut lui laisser le temps de faire tout cela. Et c'est un bon signe de la part de Bruxelles, et d'autant meilleur qu'il succède à d'autres signes du même genre. Il y a quelques semaines, la directive sur la responsabilité sociale et environnementale, Jean en parlait tout à l'heure, a été modifiée, simplifiée quand même considérablement pour les petites entreprises. En dessous de 1000 salariés, c'est pas rien. Tout récemment encore, l'acceptation du nucléaire, qui avait été banni par la Commission parce qu'on considérait que c'était une technologie sale. Aujourd'hui, la Commission dit il faut hiérarchiser les priorités. La priorité, c'est le climat, donc oui au nucléaire. Et le 4 décembre, autorisation des plantes issues de manipulation génétique, afin de créer des espèces résistantes au changement climatique et aux maladies
sans pesticides, excusez du peu, alors que le monde entier travaille sur les OGM. La Commission avait interdit les OGM il y a 25 ans. Ça nous a fait perdre un terrain considérable. Ça a vulnérabilisé la situation européenne. Donc, alors évidemment, on pourrait se scandaliser de tout ça en disant c'est des reculs, etc. C'est pas du tout mon avis. Au contraire, on adapte, on garde les objectifs, ils sont là, mais pour autant, on les adapte à la situation de concurrence et à la situation, l'état de maturation du consommateur. C'est vital pour l'acceptation de tout ça. D'autant qu'entre-temps, le monde s'est durci. Alors, on en parlait encore lors du plateau précédent. Il y a des méchants en face. Donc, si on a une commission qui joue contre nos entreprises, en multipliant les obstacles et les embûches, eh bien, on va perdre des emplois, on va perdre de la souveraineté. Or, c'est la priorité, évidemment. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que, ça y est, l'Europe ouvre les yeux, la Commission ouvre les yeux, et qu'elle se tourne vers l'idée d'une Europe plus affirmée économiquement? Je crois que c'est très important ce qui se passe. Et que Bruxelles comprend sa responsabilité dans ce processus, dans le devenir de l'Europe. Tant mieux, parce que alors ça l'oblige à renoncer à son paradis vert. Bah écoutez, tant mieux, parce que être exemplaire et mort, ça ne nous mène pas très loin. Mieux vaut être un peu moins exemplaire et vivant. Il faut souligner, on l'a fait tout à l'heure aussi, le rôle de l'administration Trump, qui a aiguillonné l'Europe. Et là encore, nous singeons un petit peu, avec quelques mois de retard, ce que fait Trump, exactement, je le disais il y a 10 minutes, comme nous l'avions fait au moment de l'élection de Reagan. Le diable absolu, etc. 5 ou 10 ans après, l'Europe entière était en train de déréglementer, de restreindre la part de l'État de la même façon. Ajoutons, pour terminer, que le coût environnemental des renoncements est assez faible. 10% de 2021 pour les émissions permises, et encore de façon provisoire, alors que le transport lui-même ne fait que 20% des émissions de l'Europe, et que l'Europe elle-même ne fait que 6% des émissions mondiales. Donc si on fait les règles de 3, on voit que cette opération se solde par une augmentation des émissions entre 0,05 et 0,1. Bon, si c'est pour que ça soit plus solide et que justement la transition vers la voiture électrique, ou propre en tout cas, soit consolidée, tant mieux. Et je vous entendais dire, je crois que l'automobile en Europe, c'est 7% à peu près de... Tout dépend du périmètre que vous mais... prenez. Si vous le prenez au sens large, c'est-à-dire avec les taxis, etc., on est plutôt aux alentours de 10. Voilà, donc c'est un poids économique énorme. Abnous, votre parti pris international, ça pourrait être un roman de Kundera, peut-être, ou quand le tragique rejoint presque l'anecdotique. Bachar el-Assad, le tyran Bachar devient ophtalmo. Il l'était déjà, je vais raconter ça, c'est ça, c'est du Kundera, c'est du tragique et de l'absurde. C'est une enquête publiée par le quotidien britannique The Guardian qui nous apprend la vie de la famille de Bachar el-Assad, donc à Moscou. Eh bien, figurez-vous que le boucher de Damas, donc je rappelle pour les distraits, celui qui a ordonné sans pitié la répression de sa population, causé la mort de 620 000 Syriens et provoqué le déplacement de la moitié de sa population, eh bien, il consacre désormais ses journées à, je cite un proche de la famille, se remettre à niveau en ophtalmologie, c'est une véritable passion. C'est extraordinaire. Alors, je rappelle que il va ouvrir un cabinet. Non, mais attendez, il n'aurait jamais dû prendre, ça tout le monde l'a oublié, il n'aurait jamais dû prendre la suite de son père Hafez el-Assad. C'était son frère Bassel qui était destiné au pouvoir, mais Bassel meurt dans un accident de voiture en 1994, et Bachar el-Assad, qui est timide, maladroit et qui est effectivement ophtalmologue, déjà, je vais jamais réussir avec ophtalmologue, à Londres, il est rappelé dardard par papa, inscrit à l'école militaire de Homs où il gravit les échelons d'une manière totalement artificielle, et à la mort de Hafez el-Assad du père en 2000, le voilà propulsé à la tête de la Syrie. Et c'est ça, ce passé londonien qui a trompé les Occidentaux et les Syriens eux-mêmes, qui ont cru à un printemps de Damas, parce que c'est dit, un type élevé qui a fait à Londres, qui a fait ses études là-bas et qui chiite est marié avec une banquière sublime sunnite. Non mais ça y est, la démocratie va s'installer en Syrie. Eh bien, rien du tout. Et c'est ça qui est fascinant dans cette enquête, c'est que Bachar el-Assad cherche pas du tout la rédemption, c'est le fait de revenir à l'ophtalmologie, c'est comme si ces 14 années n'avaient pas existé. Comme si il allait refermer cette espèce de parenthèse désenchantée et ensanglantée de la dictature syrienne. C'est comme si, voilà, il effaçait ces cadavres-là. Et c'est intéressant parce que quand les diplomates, on leur demandait « mais qu'est-ce que vous pensez de Bachar el-Assad ?» Ils se disaient « il est complètement déconnecté du réel, il ne voit pas la réalité ».
Alors, pardon de faire de la psychologie de supermarché, mais moi, quand j'ai lu cette enquête, ça m'a sauté aux yeux. Un type passionné d'ophtalmologie qui ne veut pas voir, quand même. C'est que, quand même, fallait l'inventer, quoi. Même un écrivain n'oserait pas. Mais on l'imagine mal, quand même, prendre, parce qu'il n'a jamais exercé. Je ne serais pas soigné par lui. Non, mais alors, il aurait été dentiste. Vous n'êtes un pas peu prête moins à prendre encore. rendez-vous. Un peu moins encore s'il avait été dentiste. Non, mais les gens vont y aller pour dire, voilà, peut-être une fois, juste pour dire, j'ai approché le tyran. Il y a une fascination du mal aussi qui joue. Mais c'est pas juste ça. Moi, il y a une autre ironie qui est quand même assez flagrante, c'est que Bachar el-Assad, ça a été une censure extraordinaire en Syrie. On disait les murs avaient des oreilles et n'importe quelle parole malveillante pouvait vous amener en prison. Et lui, c'est aujourd'hui lui qui est muselé par le Kremlin. Il voulait donner une interview soit à Russia Today, soit à des podcasteurs d'extrême droite américains. Ça lui a été refusé par Moscou et l'ambassadeur de Russie en Irak a été très clair. Assad vit peut-être ici, mais il ne peut pas exercer d'activité politique. Il n'a aucun droit de s'exprimer dans les médias. Paf! Le censeur devient le censuré. Et enfin, la famille Assad vit dans le quartier de la Roubliovka. On en a beaucoup parlé ici. C'est la banlieue très luxueuse, ultra sécurisée de l'ouest moscovite. Eh ben, ils sont voisins. Évidemment, ça ne s'invente pas avec Viktor Yanukovych, l'ex-président ukrainien. Et c'est intéressant parce que c'est un choix géographique qui dit tout. Un futur client, peut-être. En même temps, exactement. En même temps, il est protégé par Vladimir Poutine. C'est ça que dit cette résidence. Mais en même temps, il est sous surveillance. Et les Assad, vous savez, ils avaient déjà mis tout leur pognon à Moscou pour échapper au système de sanctions occidentaux. Donc, ils sont arrivés, ils avaient déjà tout l'argent qui les attendait. Donc, ils n'ont absolument aucun problème d'argent. Donc, ils continuent à vivre dans le luxe sans aucun problème. Par contre, clairement, Poutine ne les invite à aucune soirée officielle. Ils rasent les murs. Ils vivent... Enfin, l'intégration est ratée. D'abord, il y a la langue. Il y a le fait que personne ne les invite. Ils sont totalement isolés. Alors, c'est peut-être pour ça que compulsivement, avec les enfants, ils passent leur temps à faire des achats. Mais il y a aussi le fait qu'ils voulaient s'installer aux Émirats Arabes Unis. Et quand même, les Émirats Arabes Unis, c'est quand même connu pour abriter quand même quelques fortunes, on va dire, douteuses. Et ben même Abu Dhabi a refusé que la famille Assad vienne s'installer chez eux. C'est que politiquement, c'est trop, et diplomatiquement, trop risqué. Et enfin, l'enquête du Guardian met en lumière l'effondrement du mythe de la solidarité du clan Assad. Vous savez, c'est ce clan qui a tenu la Syrie pendant toutes ces années, le père puis le fils. Et ben rien du tout. Et l'image symbolique et assez belle, c'est l'image des charbons de chicha encore chauds trouvés par les rebelles islamiste au palais présidentiel, et c'était ce que fumait Maher el-Assad, le petit frère de Bachar el-Assad, qui était le chef de la garde républicaine très redouté. Il essayait de joindre Bachar el-Assad, qui avait déjà foutu le camp à Moscou, et c'est lui qui a essayé d'organiser la sortie du camp de Syrie, de tout le clan qui était là complètement coincé. C'est lui qui a fait tout le boulot. Et enfin, vous allez me dire, bon, ils sont protégés, mais moi je veux dire, j'ai aucune confiance en Poutine et j'ai bien raison. C'est le jour où Poutine parle avec Ahmed al-Shara, le nouveau chef de la Syrie, le jour où économiquement, géopolitiquement, diplomatiquement, c'est plus intéressant de se débarrasser du clan Assad. Assad, il va les rendre, mais alors à la Syrie pour un jugement, pour les pendre, pour ce que vous voulez, sans problème. Donc ils vivent peut-être dans un cocon doré, mais il y a une épée de Damoclès ultra tranchante au-dessus de leur tête. Mais on l'imagine mal quand même recevoir des clients anonymes. Enfin, il va le faire pour il y a peut-être quelques personnes qui ont des raisons de lui en vouloir. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des femmes qui écrivent à des tueurs en série en prison, et pas qu'une, beaucoup, et qui en plus les épousent et se font faire des bébés. Alors qu'il y ait des gens qui se disent j'adorerais aller me faire soigner les yeux par le boucher de Damas, ça m'étonnerait pas que ça existe. Merci à vous trois. Cette note optimiste. Merci à vous trois pour ces partis pris.